Bonjour, Mesdames, Messieurs. On suit ce matin à l'Info le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais. Vous les voyez à l'écran. Ils doivent prendre donc la parole d'une minute à l'autre, en fait d'une seconde à l'autre. On les écoute. Vous êtes très content d'être ici en ce beau dimanche matin. Pour nous, c'est une très, très belle nouvelle. C'est l'annonce d'un financement avec mes deux collègues ici, la ministre des Aînés et des proches aidants, mais très content d'avoir avec nous Marilyn Picard, qui est adjointe parlementaire à la santé et aux services sociaux. Alors, bienvenue, Marilyn, à ce beau dimanche matin, parce qu'on est déjà avant la pandémie, la demande pour les soutiens à domicile avait commencé à augmenter. Et c'est sûr que, comme dans d'autres domaines, la demande a été augmentée par la pandémie. Et on sait tous que les Québécois, de plus en plus, le plus longtemps possible, veulent rester chez eux, entourés des leurs ou notamment dans leur communauté. Puis, c'est un choix que notre gouvernement a à cœur. Et donc, ce qu'on annonce ce matin, à nous trois, c'est vraiment, premièrement, un 100 millions pour les soutiens, pour augmenter les soutiens à domicile. On dit que c'est un financement additionnel parce que j'aimerais qu'on se rappelle des engagements qui vont venir consolider, en fait, les programmes qui sont en place dans l'offre de services de la santé et des services sociaux et de nos partenaires. Je dis un investissement de 100 millions pour bonifier des services qu'on a déjà actuellement. Puis j'aimerais rappeler, c'est beaucoup de chiffres pour un dimanche matin, mais je ne peux pas m'en empêcher, vous me connaissez un peu. Lorsque l'engagement de la Coalition Avenir Québec en 2018, c'était d'engager 200 millions de plus par année récurrent. Donc, on parlait de 800 millions. C'est beaucoup d'argent. Et on avait bonifié en 19-20, donc après un an, on était monté à 280 millions. Alors, on était passé de 200 à 280. Et aujourd'hui, c'est 100 millions de plus que le 280. Ce qui fait qu'à la fin de nos 4 ans, c'est pas 800 millions qu'on va avoir mis de plus dans les soins à domicile, mais c'est 1,4 milliard. Alors, je pense que c'est important non seulement qu'on a respecté notre engagement, mais qu'on a ajouté l'argent où les gens veulent qu'on investisse, c'est-à-dire dans les soins à domicile. Sans aller trop dans le détail, parce que j'aimerais que Marguerite et Marilyn puissent vous parler autant du côté des aînés que des personnes plus vulnérables, les personnes qui ont un handicap. Donc, le 100 millions se répartit comme suit. 65 millions qui est vraiment pour les CLSC, pour l'augmentation, ce qu'on appelle du volume et de l'intensité des services. Parce qu'on sert déjà 370 000 personnes dans le soutien à domicile. Donc, ce qu'on va augmenter, des fois, c'est les heures plus importantes pour certaines personnes. Et ça, pour moi, c'est important, notamment à peu près 1100 personnes de plus qui vont être servies. Donc, ça, c'est du côté, je vais l'appeler du volume, meilleur service. Mais aussi, toutes les clientèles vont pouvoir en profiter parce qu'ils vont pouvoir avoir un plus grand service. Maintenant, du côté, et je vais laisser Marilyn l'expliquer, comment on va faire ça? Parce que souvent, la question qu'on se pose, mais comment vous allez trouver les personnes pour le faire? Alors, on a essayé de trouver l'équilibre. L'autre partie, donc, il y a un 25 millions de plus, on va servir à bonifier les salaires qu'on donne aux gens qui font le soutien à domicile. Et dans ça, là, sans rentrer, puis vous avez, je pense aux journalistes, entre autres, qui sont avec nous ce matin, on explique comment on va aller soit du côté des ESAD, donc les entreprises d'économie qui font ce service-là, qui font ce qu'on appelle l'économie sociale de l'aide à domicile, et on augmente aussi le salaire des gens. Donc, on a un équilibre en disant, on va donner plus de services, mais on a mis une partie du 100 millions qui vient augmenter le salaire. Puis ça, je pense que c'était dû. Je rappellerai, là, je ne veux pas faire de politique ce matin, mais habituellement, ces gens-là, on les augmentait au pourcentage d'indexation comme le salaire minimum. Puis depuis qu'on est là, c'est notre deuxième grande augmentation. On en avait fait une, je pense, qui était $1,30
en 2019. Et là, on augmente d'un autre $1,75. Donc, je résumerai en disant que c'est une très, très bonne nouvelle aujourd'hui qui montre notre engagement envers le soutien à domicile. C'est ça que les gens veulent. Ils le veulent encore plus en raison de la pandémie. Puis j'arrête de parler et je passe la parole à ma collègue Marguerite Blais. Merci. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis heureuse d'être ici. Et juste pour faire un peu de pouce sur ce que le ministre de la Santé vient de dire, bien, on répond aussi à un engagement qu'on a fait devant l'Assemblée nationale le 24 septembre dernier d'augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires qui travaillent dans les entreprises d'économie sociale d'aide à domicile et aussi pour le gré à gré. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Alors, moi, je suis très fière d'être ici. C'est une belle nouvelle. Je suis avec mon collègue de la santé et des services sociaux. Je suis aussi avec notre adjointe parlementaire, qui est une femme assez exceptionnelle, qui travaille aussi sur le maintien à domicile à l'intérieur de notre ministère. Et le soutien à domicile, comme le mentionnait M. Dubé, c'est un service qui est tout à fait essentiel, qui fait l'objet grandissant d'une forme d'intérêt parce que ça répond aux aspirations des personnes. Les gens veulent vivre à domicile le plus longtemps possible et on veut, la Coalition Avenir Québec, leur offrir le choix. Le choix à la fois d'avoir un hébergement de qualité au niveau des soins de longue durée, mais aussi de pouvoir rester à domicile le plus longtemps possible. Et c'est notre gouvernement, depuis notre arrivée au pouvoir, qui a investi le plus dans les soins à domicile. Puis je ne suis pas gênée de le dire, ça même ça me fait plaisir. Et au cours de la dernière année, c'est 370 000 personnes qui ont eu accès à des soins à la maison, soit une augmentation de 10 000 personnes. Mais au-delà du nombre de personnes qui sont desservies, notre gouvernement s'est également engagé et s'est assuré d'offrir à nos personnes, nos usagers, davantage de soins. Les données sont assez éloquentes à cet égard. Cette année, les usagers ont reçu 3,2 millions d'heures de services de plus que l'année précédente, soit environ 22,7 millions d'heures à prendre soin de la population chez elle. On en est convaincu, le soutien à domicile, c'est la voie de l'avenir. L'investissement important aujourd'hui, ça vient consolider cette offre de services essentielle. Ça vient aussi soutenir les travailleurs qui sont dévoués. Alors, on va s'assurer ainsi de combler des besoins qui sont pour différentes clientèles, hébergées à la maison, des clientèles de personnes âgées, mais des clientèles aussi en déficience physique, déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, en soins palliatifs. Si on souhaite maintenir la population chez elle, il faut aussi prendre soin de nos personnes proches aidantes. Alors, dans cette offre de services, c'est aussi plus de répit pour les proches aidants. Puis j'aimerais profiter de l'occasion pour vous dire que nous avons adopté à l'Assemblée nationale le premier projet de loi qui vient justement reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes, et c'était le 28 octobre dernier. Donc, je remercie mon collègue Christian Dubé qui a pas mal la même vision au niveau de comment on fait en sorte pour être en mesure de garder à la fois les personnes à la maison, mais aussi offrir un hébergement de qualité, comment être en mesure d'offrir une palette de soins et de services dans cette espèce d'écosystème qui est le nôtre. Et puis, M. Dubé pourra l'expliquer tout à l'heure, mais on travaille actuellement sur l'écosystème. Merci beaucoup. Marie-Hélène. Merci beaucoup. Merci Christian, merci Marguerite. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui d'être parmi vous, de me joindre à mes collègues pour cette annonce porteuse pour l'ensemble de la société québécoise et tout particulièrement pour les nombreuses familles qui ont un enfant ou un membre qui doit vivre avec un ou plusieurs défis. Vous le savez, en tant que mère d'une petite cocotte handicapée, j'ai choisi de m'engager avec détermination il y a quelques années sur le plan médiatique et public pour demander un meilleur soutien pour nos familles. Je m'implique maintenant à un autre niveau, croyant que c'est du côté politique que je pourrais changer les choses. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui vit elle-même la situation pour voir où changer et où l'améliorer. J'ai choisi d'intégrer l'équipe qui croit autant que moi et j'en suis très fière aujourd'hui. Cette annonce témoigne que les choses changent effectivement et que le soutien tant entendu qui nous a été promis
et se fondent sur un réel engagement de la part de notre gouvernement. Je leur dis encore une fois, on est confronté à la réalité d'un enfant avec des besoins lourds. Du jour au lendemain, la vie familiale et professionnelle est bouleversée. Quand il s'agit de son enfant, on est prêt à tout pour le soutenir au quotidien et l'aider à grandir, à s'épanouir et surtout à l'amener le plus loin qu'on peut dans son développement. On a toutefois besoin d'un grand soutien car cette réalité peut nous amener dans un état d'épuisement et de détresse, autant psychologique que financière. L'aide supplémentaire annoncée par M. Dubé et Mme Blais aujourd'hui vient consolider les services de soins à domicile offerts, de même que cet appui essentiel qui fait une réelle différence dans la vie d'une famille d'un proche aidant. Cette annonce permettra notamment d'offrir aux familles une meilleure qualité de vie de manière très tangible. Ils pourront ainsi sortir leur tête hors de l'eau. Merci à mes collègues et à toutes les équipes qui ont travaillé très fort pour concrétiser cette initiative. Et comme mes collègues, je salue toutes les Marianne, les Juliette et les Maxime qui se déplacent à domicile pour nous prêter main forte au quotidien. Nous avons vraiment beaucoup besoin de vous. Merci. Je profite aussi de l'occasion pour encourager toute personne à vouloir contribuer aux soins à domicile, de s'impliquer auprès des entreprises d'économie sociale partout au Québec. Votre contribution exemplaire est nécessaire au bien-être de nombreuses familles. Sachez que vous avez vraiment tout notre appui et notre écoute. Merci. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. J'inviterai les journalistes présents à se présenter, questions sous questions. Merci également de s'en tenir d'abord au sujet du jour. On va commencer par le micro 1. Micro 1. Yeah, after. Oui, juste une précision, en fait. À propos de l'argent là, qui a été annoncé pour les travailleurs en soutien à domicile, ça, c'est une somme qui ne couvre pas les proches aidants? Oui, qui couvre aussi les proches aidants. Il y a deux composantes au 25. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 65 millions pour le volume additionnel, puis il y avait 25 millions qui étaient pour soit les entreprises d'économie sociale, pour qu'on puisse avoir un meilleur taux pour eux, mais aussi pour l'ensemble du personnel qui va augmenter de 1,75 $. Donc, on a vraiment, pour les deux composantes, entreprises d'économie sociale et les proches aidants. Puis, il y a aussi un 10,5 millions pour le gré à gré au niveau du chèque emploi-service. En plus. C'est ce qui fait le 35 millions pour compléter. Ouais. Si je peux ajouter aussi, notre gouvernement en a ajouté, en fait, le chèque emploi-service. On l'a permis aux parents d'enfants lourdement handicapés qui sont d'âge majeur. Donc, ces sommes-là qui sont bonifiées aujourd'hui vont pouvoir leur être attribuées. Ça, vous n'en avez pas du tout parlé, cette somme de 10,5 millions. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu préciser de quoi il s'agit? Certainement. Veux-tu peut-être? Oui, c'est-à-dire qu'on part d'une augmentation salariale de 1,75. Ça veut donc dire de 14,25 à 16 $. Ça veut donc dire une augmentation salariale pour les préposés, soit embauchés par les ESSAD ou pour le gré à gré, le chèque emploi-service, c'est-à-dire qu'une personne peut embaucher quelqu'un. C'est ça que ça veut dire. Plus le 8 % actuellement là, au niveau de la COVID. Merci. Micro 2, Andy. Oui, bonjour, Andy Saint-André de TVA. Bon matin à vous trois, bon dimanche. Concernant l'annonce de ce matin, M. Dubé, je retiens ce que vous avez dit d'entrée de jeu. Vous avez dit que ça a été exacerbé par la pandémie. C'est le cas pour bien des sujets à cause de la pandémie. Mais à quel point c'est venu exacerber? Avez-vous une ordre de grandeur, une idée là, pour qu'on ait une idée à la maison? À quel point ces services-là sont doublement nécessaires à cause de la COVID? Oh, j'aimerais beaucoup mieux passer à Marguerite, qui est notre femme de terrain. Bien, écoutez, premièrement, même avant la pandémie, les gens veulent rester à la maison le plus longtemps possible. Pendant la pandémie, mais il y a des gens là, qui peut-être auraient souhaité être hébergés ou aller vivre dans une RPA, mais qui préfèrent rester à la maison à cause de la COVID. Il y a des personnes aussi qui ne voulaient pas avoir de service pendant la COVID de peur d'attraper le virus. Et en plus, on a une société vieillissante. Là, actuellement, on dessert en tout et partout 1 million de personnes âgées de 70 ans et plus. Et dans 10 ans, ce sera 1,5 million
de personnes de 70 ans et plus. C'est la raison pour laquelle, actuellement, le ministre Dubé est en train de regarder l'ensemble de l'écosystème, que ce soit au niveau de l'hébergement, que ce soit au niveau des résidences privées pour aînés, que ce soit au niveau des soins à domicile ou même du chèque, du crédit d'impôt pour maintien à domicile. Parfait. Pendant qu'on se parle, on a le tout dernier bilan, là, les derniers chiffres qui viennent de sortir, M. Dubé. Québec qui recense 1211 nouveaux cas, 15 décès de plus. Le nombre de décès est quand même assez important depuis quelques jours. Au moment où on se parle, est-ce que ce sont les milieux scolaires, les écoles qui vous préoccupent? Parce que quand on regarde le nombre de décès, on peut penser que ce sont les CHSLD, les résidences pour personnes âgées. Où sont concentrés vos efforts en ce dimanche matin? J'ai aucun problème à prendre des questions sur la COVID, là, mais on s'entend que l'annonce ce matin, c'est tellement de bonnes nouvelles. Mais ce que je répondrais, c'est que, premièrement, là aussi, je prends comme une bonne nouvelle, mais vous me connaissez, je suis prudent. Là. 1200 comparé à 1400 et plus hier, oui, c'est une bonne nouvelle. Ce que je noterais, premièrement, c'est que la baisse importante depuis hier, on la retrouve dans nos régions à risque. Rappelez-vous, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie, notamment la Nodière. Donc, on n'est pas encore dans une tendance parce qu'une journée ne fait pas le printemps. C'est pas ça le dicton, là, mais ça ressemble à ça. Mais je pense qu'on se comprend. Prenons la bonne nouvelle où elle est, parce qu'il y a une baisse, mais attendons encore un petit peu. Maintenant, je répète toujours, un décès, c'est toujours un décès de trop. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, on a réussi, dans la plupart de nos CHSLD, je reviens toujours là, à nos 400 CHSLD, on a réussi à contrôler les éclosions. Mais c'est tellement fragile avec la contagion communautaire qui nous vient d'un petit peu partout qu'il faut être très, très prudent. Alors donc, j'ai hâte que les chiffres redescendent, qu'ils descendent le plus rapidement possible. Je le vois que dans les régions difficiles, les gens ont fait attention depuis plusieurs jours. Je vois les efforts qui sont faits au Saguenay-Lac-Saint-Jean où j'étais cette semaine. Donc, j'apprécie votre question, mais prenons la bonne nouvelle où elle est aujourd'hui, mais il ne faudrait pas se réjouir de 1200. 1200, c'est encore beaucoup de cas, puis il faut continuer à le baisser, mais c'est peut-être un signe encourageant. Merci. Micro 3, 1. Pardon. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Marie-Josée Paquette-Comeau de Radio-Canada. Une question sur l'annonce d'aujourd'hui, tout d'abord. Vous parlez de 100 millions récurrents. Vous avez parlé de 200 millions ensuite. Bon, moi, j'aimerais comprendre ce 100 millions récurrents. Il y avait déjà une enveloppe qui était récurrente depuis plusieurs années d'environ 80 millions de dollars. Est-ce qu'on peut penser que c'est seulement cette enveloppe-là qui a été reconduite avec un 20 millions de plus? Non, non, non. Pas du tout. Par-dessus. C'est pour ça, tout à l'heure, je sais que c'est difficile pour un dimanche matin, puis j'essaie de me sortir des chiffres le plus possible, là. Mais rappelez-vous, je vais le répéter, quand on avait pris l'engagement au début, c'était 200 millions par année de plus. Un an plus tard, pardon? Récurrent. Récurrent, oui. Ce qui fait qu'on aurait investi sur 4 ans 800 millions en soins à domicile additionnels. Un an plus tard, on a passé ce 200 millions-là à 80 millions de plus. On a passé à 280. Et là, ce qu'on annonce, c'est 100 millions de plus que le 280, tout aussi récurrent. Donc, quand on additionne 200 millions pour 4 ans, avec 80 millions pour 3 ans, puis 100 millions pour les 2 dernières années, vous arrivez à 1,4 milliard. C'est quand même énorme, puis ça montre l'engagement qu'on a envers le soin à domicile. Sous question, le personnel a trouvé, vous augmentez le salaire, mais il faut tout de même trouver des humains pour venir travailler. On a beau augmenter le salaire, il faut les trouver. Comment vous allez faire pour trouver ces gens-là pendant qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans les hôpitaux, dans les CHSLD et autres? Bien, c'est pour ça que votre question est très à propos, un peu comme on le fait avec les préposés aux bénéficiaires. Il faut regarder comment on augmente le salaire, ce qu'on a fait et qui n'avait pas été fait depuis de nombreuses années. Et là, 2 fois dans la dernière année, on augmente le salaire des gens qui vont travailler à domicile. Alors, on pense que cet effort-là, et un peu ce que Mme Blais disait tout à l'heure, en plus des primes COVID, ça fait des salaires qui sont beaucoup plus intéressants que ceux qu'on donnait dans l'ancienne administration, où on ne faisait qu'augmenter à raison de 2 % par année. Là, c'est des augmentations très importantes. Puis on pense que, un peu ce que Marilyn nous dit depuis
plusieurs mois que ces augmentations-là vont être appréciées par les proches aidants, par tous ceux qui vont pouvoir... Parce que, rappelons-le, ce que Marilyn a expliqué tout à l'heure, c'est que même les proches aidants n'étaient pas admissibles à cet argent-là. Et maintenant, ils le sont pour leurs propres besoins, leur propre famille. Fait que je pense qu'on a non seulement augmenté les montants, mais on en a augmenté l'application, l'applicabilité. Puis ça, je pense que... Oui, j'ajouterais peut-être, moi non plus, politique le dimanche matin, mais les 2 précédents gouvernements ne faisaient qu'indexer le salaire des préposés aux ESSAD ou le gré à gré pour le chèque emploi-service, alors qu'ils augmentaient le salaire minimum de 50 cents ou de 75 cents. Alors, on augmentait de 20 cents le salaire des préposés. Et là, la première année, on a augmenté de 1,30 $. Et aujourd'hui, on annonce 1,75 $ de plus. Et en plus de la prime COVID de 8 % tel que le mentionnait le ministre. Donc, ça veut dire qu'on a besoin aussi des travailleurs. Il faut absolument, si on veut les garder, augmenter leurs conditions salariales. Alors, c'est ce qu'on fait, puis c'est ce qu'on a fait aussi en CHSLD avec nos préposés, là. On a quand même formé 7 000 préposés aux bénéficiaires, du jamais vu. Puis il y en a plus de 3 000 qui vont s'ajouter prochainement, qui sont en formation. Si je peux me permettre, j'ajouterais aussi que le programme Chèque emploi-service, il permet une pleine autonomie. Donc, les personnes qui se voient octroyer un certain nombre d'heures peuvent engager leur voisine pour l'aide à la préparation au repas, entre autres. Donc, on a vraiment une belle latitude, une belle autonomie là, avec ce programme-là qu'on vient bonifier aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question? Moi, j'ai une prochaine question, si personne n'est au micro là-bas. Je pense qu'il y a quelqu'un derrière vous. Ah, OK, excusez, c'est bon. Bonjour, Jessica Nadeau du Journal Le Devoir. Monsieur Dubé, j'aimerais vous entendre sur les chiffres d'aujourd'hui. Ça fait quand même plusieurs jours d'affilée là, qu'on est au-dessus de 1000 cas par jour. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Parce que là, ça ne baisse pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous pensez faire de plus? Bien, je pense que les gens doivent, premièrement, les gens doivent continuer de bien faire ce qu'ils font. Je pense que c'est important. Je le sais qu'on en demande beaucoup à la population, mais il est important de dire, le premier ministre le dit souvent, la grande majorité des gens suivent les mesures sanitaires. Et ça, je pense qu'il faut le reconnaître, parce que des fois, on a l'air de dire que ça ne fonctionne pas. Au contraire, ça fonctionne. Puis je vous donne un exemple. Regardez aujourd'hui, là, juste le cas, la différence des cas entre aujourd'hui et hier, on parle de presque 300 cas d'écart. C'est énorme, là. Donc, la bonne nouvelle, c'est que comparé à hier, on a 300 cas de moins. Et on peut isoler cette différence-là à peu près à 3 ou 4 régions sur 16 régions. Donc, c'est parce qu'on a réussi à des endroits, puis là, je donne le Saguenay, Lac-Saint-Jean comme exemple, on a réussi à baisser de façon importante. Le Saguenay, Lac-Saint-Jean, il y a quelques jours, était monté jusqu'à 200 cas, puis aujourd'hui, il est revenu à peu près à 100 cas. Là. Je peux me tromper de quelques cas. Donc, ça veut dire que quand on suit les mesures sanitaires correctement, même si ce n'est pas toujours facile, même si on est tanné, ça fait une grande différence. Alors, pour répondre à votre question, je pense que les gens doivent continuer de bien faire ce qu'ils font. Oui, mais attendez, juste... Bon. Maintenant, est-ce que tout le monde les suit également? La réponse, c'est non. Ah oui. Et ça, je pense qu'il est là, l'écart. L'écart vient surtout, des fois, d'une faible proportion qui fait que des gens ne suivent pas, mais que ça peut avoir un impact très important. Puis on le voit lorsqu'on fait notre traçage. Hein, vous le savez, on dépiste. Puis regardez, aujourd'hui, là, on pense que 28 000 prélèvements, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'on a bien testé. C'est pas parce qu'on a baissé les tests. Là, on a testé beaucoup, mais il y a encore beaucoup de cas. Le 1200, c'est parce qu'il y en a qui ont été contaminés à quelque part. Est-ce que c'est dans leur milieu de travail? Alors, je veux pas mettre le tort sur des gens, c'est pas ça. Mais je dis qu'il y a quand même une petite partie de la population, pour X raisons, qui ne suit pas toujours les règles sanitaires. Et c'est pour ça
qu'on a fait des efforts depuis une semaine, depuis 2 semaines, à répéter, que ce soit en milieu de travail pour nos employés de la santé, que ce soit dans le milieu de travail au niveau manufacturier, que ce soit à l'école, de suivre les règles pour ceux qui ne les suivent. Ou on a peut-être manqué un peu d'attention parce que c'est normal, on est tanné. Mais moi, ça m'encourage de voir qu'on a pu justement avoir cet impact-là dans les derniers jours. Puis c'est ça qu'on demande aux gens de continuer encore. Moi, je trouve qu'il y a une bonne nouvelle. Vous posez une question, là, mais on a réussi. On s'était fixé comme objectif de former 15 000 champions en prévention et contrôle des infections. On a dépassé notre 15 000. Donc, on a formé des gens, des personnes qui nous manquaient dans le réseau de la santé, c'est-à-dire des gens qui sont capables de contrôler les infections. Donc, en formant plus de 15 000 champions, ça aide, ça, actuellement, beaucoup, parce qu'on l'a vu que on ne savait pas comment porter l'équipement, on n'était pas en mesure de bien contrôler la prévention des infections. On le contrôle mieux, puis il faut continuer de former des champions, puis il faut continuer aussi d'avoir de bonnes méthodes quand on travaille auprès des personnes les plus vulnérables, mais partout aussi. C'est toute la population là, qui a aussi cette responsabilité-là au niveau communautaire. Monsieur Dubé, est-ce que la prochaine étape, c'est de fermer les écoles et de fermer les entreprises? Je pense qu'il est trop tôt pour dire ça, Madame. Le premier ministre a été très clair. Ce qu'on avait dit lorsqu'on a reconduit au début de novembre les mesures d'octobre. On avait dit on les reconduit pour 1 mois de plus. On fera la mise à jour après 2 semaines. Ce qu'on a fait en début de semaine, ce qu'on a fait mardi, on a dit on continue pour un autre 2 semaines. Je vous dis, je trouve ça encourageant de voir qu'on peut avoir une bonne journée, mais ça va prendre plusieurs bonnes journées pour qu'on soit capable de voir qu'est-ce qu'on fait. Je vais laisser le temps, je vais laisser les prochaines journées nous amener d'autres bonnes nouvelles, mais pendant ce temps-là, il faut continuer à suivre les mesures sanitaires. Merci beaucoup. Prochaine question, Andy. Round 2. Je ne suis pas surpris, mais vous faites votre travail, vous le faites bien. Et voilà, merci, M. Dubé. Test rapide, on en est où? Peut-être une petite mise à jour là-dessus pendant que je vous ai devant moi. Oui. Hein? Tu vas revenir encore, Marie-Lynn? Oui. Écoutez, j'ai répondu un peu à ça, mais je vais en profiter, là, vu que il faut faire attention avec les tests rapides pour ne pas avoir de faux espoirs. Je l'ai mentionné. Il y a les tests rapides qui nous ont été offerts par le gouvernement fédéral. C'est une très, très bonne nouvelle. Mais avant tout, il faut s'assurer qu'on les emploie au bon endroit. Et ça, pour ça, ce qu'on est en train de faire, parce qu'on a hâte de s'en servir, mais j'aimerais rappeler à la population qu'on ne manque pas de tests en ce moment. On n'en manque pas, là. Je sais. On n'est pas en situation où l'Ontario, il y a quelques semaines, qui avait une urgence d'utiliser les tests rapides parce qu'il leur manquait de tests. On n'est pas dans cette situation-là. C'est la bonne nouvelle. Par contre, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre un petit peu plus de temps. Puis là, on est en ce qu'on appelle en validation dans 2 hôpitaux, notamment à Laval, où on veut s'assurer qu'une personne qu'on aurait testée par voie normale en ce moment, si on lui donnait le test rapide en même temps, donc on demande à la personne de faire les 2, c'est pas agréable, on demande de faire les 2, on veut s'assurer qu'on a le bon taux de réaction. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des faux négatifs, par exemple, dans le cas du personnel soignant, de les retourner au travail avec un faux négatif, puis de faire toute la contamination. Donc, on prend un petit peu plus de temps. Moi, ce que j'ai demandé aux équipes, là, c'est d'avoir je vais utiliser le mot anglais, le ramp-up, l'augmentation d'ici la fin décembre. Mais je le répète, on va les faire aux bons endroits. On le dit dans des régions éloignées, probablement dans certains cas d'école où la charge virale est importante. Donc, on est certain que ce qu'on teste, parce qu'ils sont un peu moins sensibles que nos tests actuels. Puis, on va le faire aussi, j'ai dit régions éloignées, avec nos employés et dans les écoles, dans la mesure où la charge virale est bonne. Alors, mais on va continuer de les faire, mais on avait besoin d'un peu plus de temps de validation. Comment ça va, la grippe, avec la COVID en même temps, la saison grippale? Bien, en ce moment, je suis content parce qu'on en entend moins parler. Ouais. On a commencé le 1er novembre.
Il n'y a pas d'éclosion importante. On a augmenté les plages horaires parce que les gens ont commencé à appeler même avant le 1er novembre. On a augmenté les plages horaires, mais ce n'est pas un enjeu en ce moment. Moi, ce que j'aimerais, puis j'en profite de l'occasion pour répondre à une autre question, une sous-question de votre sous-question, c'est parce que je pense qu'on a un beau test en ce moment pour préparer le vaccin de la COVID. Ça, pour moi, là, je pense qu'on veut rassurer les gens que ce qu'on va faire avec... Prenons juste l'exemple où maintenant on peut se faire tester par un pharmacien. Ça, c'est ce qui a été amené avec le nouveau projet de loi d'utiliser le réseau des pharmaciens. Alors, donc, il y a une dynamique à faire. On ne peut plus tester dans des grandes salles maintenant. Il faut tester individuellement. Puis on le sait, les grandes salles, on ne veut pas de rassemblement. On n'ira pas tester dans des arénas. Alors, on a une chance en ce moment avec l'influenza de bien se pratiquer, de voir comment on peut bien tester la prise de rendez-vous. Puis quand, finalement, on aura notre fameux vaccin qu'on attend tous, on sera capable d'être très efficace dans notre processus de vaccinage. Donc, on travaille sur les deux en ce moment. Dernière question en français, micro 1. Oui, justement, parlons du vaccin. J'aimerais savoir si vous avez entendu parler, là, bien sûr, du vaccin antigrippal qui a été retiré au Nouveau-Brunswick à cause d'effets neurologiques là, inhabituels, assez graves. Le vaccin a été fabriqué et distribué par une entreprise québécoise, GlaxoSmithKline. Est-ce que ce vaccin est aussi sera aussi distribué ici au Québec? Et faut-il s'inquiéter de d'autres lots qui pourrait là, être ici au Québec? Qu'en est-il là, du Québec par rapport à ce vaccin antigrippal? Moi, je n'ai pas eu les analyses techniques là, dont vous parlez, ça fait que je vais être très, très prudent. Quand vous dites une entreprise québécoise qui a quand même des activités ici, mais GlaxoSmith, c'est quand même une entreprise internationale. Étant donné l'aspect délicat de cette question-là, j'aimerais mieux avoir pris connaissance du rapport technique. Je vais le demander là, dans les prochaines heures parce que je sais qu'il y a eu des événements, mais je voudrais être certain que je fais attention, que je comprends bien l'aspect technique avant de vous répondre. Nous sommes maintenant rendus aux questions en anglais. Bon. Oui, bien sûr. Is there a question in English? Yeah, sure. Oh, I forgot that. J'ai oublié, excusez-moi. Well, basically, what we have, I apologize for that. Je regrette, là, je n'avais pas préparé. Nous sommes très heureux d'annoncer aujourd'hui 100 millions récurrents additionnels pour ce que nous versons déjà pour les soins à domicile. Quand nous avons pris l'engagement d'augmenter les soins à domicile, soit pour les personnes âgées ou pour les personnes handicapées, nous nous sommes d'abord engagés à 200 millions par année, il y a 2 ans. 1 an plus tard, nous avons augmenté ce montant de 200 à 280 millions, ce qui était déjà une augmentation importante. Et aujourd'hui, nous annonçons que nous passons de 280 à 380 millions. Pour vous donner une idée de l'importance de l'engagement que nous prenons à l'égard des soins à domicile, et la principale raison pour laquelle nous le faisons, c'est parce que c'est ce que les gens veulent. Non seulement parce que les personnes préfèrent rester à domicile plutôt que d'aller en établissement, mais dans le contexte de la COVID et quand on pense au risque qu'il y aurait à être hébergé ailleurs, nous tenons d'autant plus à offrir des soins à domicile. La COVID a donc créé plus de pression pour offrir de meilleurs services à domicile et en fait, c'est vraiment ce que nous voulons faire. Je souligne, actuellement, nous donnons des services à plus de 370 000 personnes à domicile dans différents types de services. Donc, dans la moitié des cas, c'est pour des personnes âgées. Dans les autres cas, ce sont des personnes vulnérables ou des personnes handicapées.
Donc, c'est un engagement additionnel que nous sommes heureux d'annoncer. Nous voulons faire mieux, au fond, que les engagements que nous avions pris au moment de la campagne électorale. C'est un peu ce que nous avons annoncé. Et j'aimerais dire que c'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'un gouvernement investit autant pour les personnes qui veulent rester à domicile. Alors, après 4 ans, ce sera 1,4 milliard de dollars qui auront été investis pour les personnes qui préfèrent rester chez elles. En même temps, nous avons développé de nouvelles places dans les établissements de soins de longue durée avec les maisons des aînés pour les personnes qui ont des problèmes neurocognitifs. Nous le faisons et nous allons rénover les CHSLD les plus anciens. Donc, nous faisons tout cela en même temps et je pense que c'est la première fois que quelque chose comme ça se passe. Comment allez-vous recruter du personnel pour ces services? C'est une bonne question et la bonne réponse, c'est que nous essayons d'atteindre un équilibre entre plus d'argent de côté, mais aussi plus de salaires, rehausser les salaires. Exactement ce que nous avons fait pour les préposés aux bénéficiaires. Nous avons augmenté le nombre de personnes qui travaillent en CHSLD de 7 000 et nous avons haussé les salaires pour que plus de personnes soient intéressées. C'est la même chose que nous faisons ici. Nous avons augmenté de 65 millions de dollars les heures de service et le type de service fourni, mais en même temps, nous augmentons les salaires horaires, donc que ce soit les chèques d'emploi-service ou autrement. C'est l'équilibre que nous voulons préserver. Donc, j'aimerais dire aussi qu'on offre une hausse de 1,75 $ pour un taux de 16 $ de l'heure, mais il y a aussi la prime de 8 %, la prime COVID qui persiste aussi. Donc, c'est vraiment un meilleur salaire pour les personnes qui travaillent au maintien à domicile. Et hier, nous avons atteint un nouveau record de nouveaux cas. Aujourd'hui, le chiffre est moins élevé, mais est-ce que c'est inquiétant? D'où viennent ces cas, pensez-vous? J'aimerais mieux dire d'où les cas ne viennent pas. Je pense qu'une journée de bonnes nouvelles, ce n'est pas suffisant pour prétendre avoir remporté la guerre. Non, vous me connaissez, j'aime être prudent, mais ce que je peux dire aujourd'hui, vous verrez les détails dans les prochaines heures, parce que nous sommes toujours transparents. Mais l'amélioration de quelques 300 cas, donc nous étions presque à 1500 hier, nous sommes à 1200 aujourd'hui. La différence, c'est surtout dans 4 régions. 3 d'entre elles sont celles qui étaient passées du code orange au code rouge. Un exemple, c'est le lac Saint-Jean. Aujourd'hui, donc, il y a une centaine de cas de moins. Ce qui veut dire que quand nous avons déclenché l'alerte rouge dans ces zones et que nous avons mis l'accent à la fois sur les résidences pour personnes âgées et sur les restaurants, eh bien, ça donne des résultats. Je pense que c'est encourageant, mais il faudra voir les résultats d'autres journées pour confirmer cette tendance. Pour ce qui est des hausses de salaire pour les préposés, pour les soins à domicile, je me demandais, il y a quelques mois, on a parlé des personnes qui administrent ces services, qui ont de la difficulté à garder leur personnel à cause des salaires plus élevés qui étaient versés aux préposés aux bénéficiaires en CHSLD. Est-ce que c'est un facteur qui a joué ici? Certainement. Pour vous montrer le genre de pression que nous avons dans ce que nous appelons l'écosystème, c'est que dès que vous haussez les salaires, par exemple pour un préposé aux bénéficiaires, tout le monde dit, moi aussi, je vais avoir ma part, ce qui est normal. Mais chaque situation est différente parce que
le milieu de travail en CHSLD n'est pas la même chose que les soins à domicile. Ce ne sont pas exactement les mêmes services, mais bien sûr, tout le monde veut avoir sa part de cette hausse et c'est exactement la situation que nous corrigeons aujourd'hui et nous agissons le plus rapidement possible. Je pense qu'il est important, et Marguerite vient de le dire, il nous faut le ministère de la Santé a l'appui du ministère des Finances et du Premier ministre, parce qu'écoutez, ce sont des sommes importantes. Nous avons pratiquement doublé l'engagement que nous avions pris il y a 2 ans. Nous sommes passés de 200 millions par année à 380 millions par année. C'est quand même important. Les gens doivent voir que nous essayons de maintenir l'équilibre entre ce que nous offrons en CHSLD et en soins à domicile. Et c'est ce que nous annonçons aujourd'hui. Ma deuxième question est à propos des chiffres sur la COVID. C'est que vous avez dit que c'est encourageant peut-être aujourd'hui, mais si on regarde la dernière semaine, les chiffres ont été très élevés. Vendredi, le Premier ministre a dit qu'il voulait que les provinces adoptent des mesures plus strictes et je pense qu'il y a une frustration de la population parce qu'ils ont l'impression de faire des sacrifices et les chiffres continuent d'augmenter et le vaccin ne sera pas là avant le printemps ou plus tôt. Les gens se demandent quelle est la stratégie, qu'est-ce qu'on a comme plan. C'est normal et je répète ce que le Premier ministre du Québec a dit. C'est pourquoi nous abordons la situation par zone. C'est pourquoi nous avons établi ce système d'alerte régionale. Quand vous regardez ça par région, ça montre que ce qui est arrivé à Québec au cours du dernier mois, il y a une amélioration. Donc, il y a encore des chaos, si vous voulez, mais l'amélioration est importante. Et si on prend la situation région par région, je pense que c'est encourageant. Encore une fois, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a eu 2 semaines très difficiles, si on voit qu'il contrôle mieux la situation hier et aujourd'hui, bon, bien sûr, nous pouvons regarder le total, mais si on regarde la situation par région, c'est comme ça qu'il faut intervenir et ça montre, encore une fois, que chacune peut faire une différence. Alors, il change la situation dans le Saguenay, même chose dans l'Anaudière, dans la Mauricie, centre du Québec aussi. Je sais que nous avons 1200 cas aujourd'hui, mais regardez la situation région par région et c'est encourageant. Il ne faut pas arrêter là. Mais les gens devraient être encouragés en regardant ce qui se passe au niveau régional. Et on verra dans les 2 prochaines semaines. Continuons. Mais je pense que c'est encourageant. On va prendre la dernière question, micro 2. Hello, Olivia O'Malley, Global News. I know you mentioned... Je sais que vous avez dit que vous voulez recruter avec cette hausse salariale et c'est ce qui fait que vous espérez que les gens seront attirés par ce genre de travail. Est-ce qu'il y a d'autres façons dont vous pensez pouvoir recruter? Est-ce que vous allez peut-être cibler différentes populations scolaires? Ou... Parce que je voudrais donner both perspectives of where we can get. J'aimerais présenter les 2 perspectives. Nous avons déjà embauché des gens du programme Je contribue. 21 000 personnes pendant la première vague ont travaillé dans nos établissements. Présentement, nous avons 11 000 personnes du programme Je contribue qui continuent de travailler. Ensuite, nous avons des étudiantes, des étudiants, des infirmières qui travaillent aussi dans nos CHSLD et qui aident aussi. Et rappelez-vous, la Croix-Rouge est venue, la Croix-Rouge est toujours là pour nous aider. Je pense qu'il faut souligner le fait de travailler avec des personnes vulnérables, c'est quelque chose de formidable. Parce que nous travaillons avec des personnes qui ont besoin de nous. Et les gens qui travaillent dans les CHSLD, c'est ce qu'elles ressentent et c'est ce qu'elles vivent. Alors, nous les protégeons mieux. Maintenant, nous avons des champions pour les mesures de prévention et de contrôle des désinfections. Nous avons vraiment fait un effort pour recruter et nous avons un gestionnaire
dans chaque CHSLD pour veiller à ce que tout se passe bien. Et nous allons aussi attirer d'autres personnes à venir travailler avec nous. Nous avons formé 7 000 préposés aux bénéficiaires. Il y en a 3 000 autres qui vont commencer leur emploi très bientôt. C'est quand même un pas très important que nous avons fait. C'est la première fois dans notre histoire que nous avons attiré autant de personnes à travailler pour les personnes vulnérables. Je donnerai le dernier mot à Marilyn. C'est le domaine qu'elle connaît le mieux. Et il s'agit aussi de reconnaître les personnes qui font déjà ce travail-là en les payant mieux. Et je pense que... Oui, pour les personnes qui s'occupent de quelqu'un à la maison, donc comme proche aidant, c'est très important, l'annonce d'aujourd'hui, parce que pour les parents qui s'occupent d'un enfant, s'il a 18 ans et moins, ils peuvent recevoir ce salaire eux-mêmes. C'est important parce que à domicile, bien des gens qui ont une personne handicapée, c'est important qu'elle ait plus de soutien. Et c'est ce que fait cette annonce. Nous les reconnaissons. Et avec le projet de loi sur les proches aidants, il y aura encore plus de soutien. Certaines personnes souhaitent donc avoir un placement, mais plusieurs personnes préfèrent garder l'enfant, par exemple, à la maison. Je pense que c'est important que le gouvernement soit là pour rendre ça possible. Oui, parfois, vous n'avez pas besoin donc d'embaucher quelqu'un. La ressource est déjà là. Il s'agit de les reconnaître et de les soutenir financièrement aussi. Et c'est ce que cela rend possible. C'est un changement important au niveau des principes, de reconnaître que oui, c'est leur proche qui est handicapé, mais nous voulons les soutenir. Et c'est exactement la philosophie que Marguerite et Marilyn nous ont promu. Ce que disait Marilyn aussi, c'est que nous avons adopté la première loi sur les proches aidants dans l'histoire du Québec. Et après cette loi, il y aura bien sûr une politique et un plan d'action. Et le plan d'action, ça c'est de l'argent. Donc nous allons donner un appui financier aux proches aidants. Et pour clarifier donc l'augmentation salariale, est-ce que vous pensez que ce sera assez pour attirer ces soignants? Bon, bien sûr, ça n'est jamais assez en un sens, mais c'est quand même un pas important dans la bonne direction. Je répète que c'est la deuxième hausse en 2 ans et qu'en plus, il y a la prime COVID qui s'ajoute. Alors, nous essayons donc d'équilibrer cela avec les autres hausses qui ont été versées dans d'autres salaires. Je pense que cela montre notre engagement. Ça va? Je mettrai fin à la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci, les mamans. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors voilà, on vient d'entendre Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, et Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants. Ils ont annoncé 100 millions de dollars supplémentaires, ça a été précisé dans le point de presse, pour bonifier les services, les soins à domicile. On parle d'une somme de 65 millions de dollars qui ira notamment à donner plus de services, à offrir des services à plus de personnes. On parle de 1152 nouvelles personnes qui pourront recevoir des services grâce à cet argent qui sera injecté auprès des CIS et des CIUS. Et un autre 25 millions de dollars pour bonifier les salaires des préposés qui travaillent déjà dans ce domaine et qui pourraient, on voudrait aussi en engager davantage, évidemment, pour ces nouveaux patients qui seraient pris en charge. L'idée, évidemment, ce qu'on a entendu Marguerite Blais dire, c'est le soutien à domicile, c'est la voie
de l'avenir. Alors, c'est dans cette pensée, c'est dans cette philosophie que cette annonce a été faite. Le ministre Christian Dubé qui a aussi commenté les chiffres de la COVID-19 d'aujourd'hui. 1211 nouveaux cas qui ont été répertoriés au cours des 24 dernières heures. 15 décès. Donc, Christian Dubé qui dit qu'il faut être prudent. C'est une baisse par rapport à hier, une baisse qu'on a observée notamment dans des régions comme la Mauricie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Anaudière, mais même Christian Dubé qui dit il faut demeurer prudent. Il demande aux gens, il implore les Québécois de respecter les mesures sanitaires et il dit que pour l'instant, il est trop tôt pour parler de fermeture d'écoles ou de fermeture des entreprises. Alors voilà, plus de détails après la pause.